Eh bien, bonjour à tous. Cette semaine, je suis très heureux d'accueillir deux auteurs, Joël Jolivet et Fabrice Collin, autour de leur livre Freak Parade, qui est paru chez De Noël Graphique. Et donc, comme les derniers lives avec les auteurs, ça sera un live interactif. Donc, je vous invite à poser des questions. Je vais vous faire une toute petite présentation du livre, quelques mots, mais vous pouvez aller sur Bubble, sur le site ou l'application, il y a un article qui présente l'album à l'occasion de sa sortie. Mais je vous en dis quand même deux, trois mots pour situer un peu le livre, que vous sachiez de quoi on parle. Donc Freak Parade, c'est un livre, une bande dessinée qui se concentre à raconter les coulisses d'un film, un film bien particulier qui est Freaks ou La monstrueuse parade en version française, un film de Todd Browning qui est sorti en 1932 et qui a la particularité de mettre en scène des acteurs qui sont pas des acteurs à la base, mais qui étaient plutôt des comédiens ou des gens engagés dans des cirques. Et donc ça met en scène donc les freaks, et ces freaks ce sont des gens qui ont des particularités ou des malformations qui les rendent, qui les distinguent un petit peu du reste de l'humanité, et que certaines personnes ont usé et abusé pour en faire des bêtes de foire. Et donc cette bande dessinée raconte les coulisses de ce film un peu étonnant, étrange, qui met en scène des freaks que Todd Browning a été chercher aux quatre coins des USA. Donc c'est un film qui a pas très bien marché à sa sortie, qui a eu beaucoup de remous, qui a été mal considéré et qui a été redécouvert un peu après et qui est devenu depuis quelque chose d'assez culte. Un film qui compte vraiment comme un jalon dans le cinéma. Et les deux auteurs ont voulu restituer un peu l'ambiance de ce film. On suit donc un personnage qui va nous servir de guide dans ses coulisses, mais ils ont quand même gardé le côté un peu envoûtant, le côté un peu étrange et mystérieux de ce film. On va le découvrir un petit peu après. Je vais vous passer aussi des planches à l'écran. Et donc vous allez découvrir un peu cette bande dessinée avec son dessin avec beaucoup de cases, c'est très dense. On a une impression un peu de pellicule, on a une impression un peu de justement de cases d'enfermement qui est un petit peu tempérée par l'utilisation de la couleur particulière. Mais on aura l'occasion d'y revenir avec les auteurs. Et donc, après cette petite présentation où j'essaye de pas trop m'étendre pour que vous puissiez parler aux auteurs, je vais vous mettre donc un extrait du film de Todd Browning pour lancer cette discussion. You laughed at them, shuddered at them, and yet, but for the accident of birth, you might be even as they are. Donc voilà pour la bande-annonce. Merci pour vos commentaires. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais il y a un tout petit différé. Donc vous allez voir, quand vous allez poser des questions, on a un tout petit temps de décalage. Donc n'hésitez pas à les poser ou à les reposer si on ne les a pas vus. Et j'accueille tout de suite Joël Jolivet. Elle est là. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, Joël, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est arrivé ce projet, en fait, quel a été un peu le point de départ de cette bande dessinée autour de ce film? Ah bah fallait poser la question à Fabrice, c'est lui qui a apporté l'idée. Moi ça faisait longtemps que je voulais faire une bande dessinée. Je cherchais un scénariste, donc chaque fois que je croise des gens, je les interroge un peu et il m'a parlé de Freaks et là ça a fait un petit tilt dans mon oreille. C'est un film que j'aime beaucoup et donc c'est comme ça que c'est parti. Après, je suis plus plongée dans l'univers que j'avais un peu. En fait, je l'ai vu tardivement ce film. En plus, j'étais enceinte quand je l'ai vu. Donc tout le monde m'avait dit surtout va pas voir ça, c'est horrible et tout.
alors que c'est un film extrêmement humaniste et les vrais monstres ne sont pas du tout les monstres. Et donc voilà, j'en avais un excellent souvenir et j'ai travaillé dessus. Et du coup, pour les influences graphiques, en fait, je vais mettre quelques planches à l'écran, mais on sent que l'album est très fidèle en fait aux figures, aux personnages du film. Comment vous avez travaillé? Qu'est-ce qui vous a inspiré en plus du film? Bah, je travaille, j'ai toujours besoin de m'entourer d'énormément de documentation quand je travaille. Donc là, pour moi, c'était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau pour moi, le travail de la bande dessinée. Parce que d'habitude, je suis plutôt des albums jeunesse et des albums documentaires. Donc j'étais totalement obsédée par les images d'archives que j'ai trouvées à droite à gauche. Et sinon, j'ai beaucoup aussi regardé le cinéma expressionniste, parce que bien que Freak soit un film américain, est quand même extrêmement influencé. Et j'essaie de retrouver un peu ces constructions un peu, enfin, ces déconstructions d'images et ce jeu d'ombre et de lumière qui est très noir et blanc, qui correspond assez bien aussi à mon travail habituel. Et justement, votre travail habituel, il est plutôt, on va dire, chaleureux. C'est plutôt des grandes images avec peu de détails, des grands cernes. Justement, je pense aux imagiers qui font un peu cabinet de curiosité ou qui font un peu penser à des collages un peu. Et là, on est dans quelque chose de plus resserré, de plus dense, avec un trait plus charbonneux. Est-ce qu'il y a eu des recherches graphiques dans ce sens ou c'est venu comme ça avec le sujet? Bah, comment dire, j'avais pas trop envisagé quand même de faire une bande dessinée en linogravure. Oui. Je suis pas suicidaire à ce point-là. Puis de toute façon, quand bien même ça correspond pas vraiment, je sais pas, quand je travaille sur quelque chose, souvent j'ai un trait qui vient avec. Enfin, il y a quelque chose qui vient assez spontanément. J'ai un peu hésité au départ, mais je me suis tournée vers le crayon assez vite parce que j'aimais bien ce côté très spontané du crayon. Je fais énormément de croquis par ailleurs, d'esquisses, de croquis in vivo. Et du coup, j'avais envie de retrouver cette espèce de spontanéité du croquis avec une image qui n'est pas spontanée puisqu'elle est extrêmement construite, ce qui n'est pas toujours facile. Mais donc j'ai mis un peu de temps à trouver le juste, enfin le trait juste, quoi. Mais c'était ça collait, il me semblait que ça collait bien avec le sujet, quoi. On a une question de Michael qui dit: comment dessine-t-on des monstres sans tomber dans la caricature et pour ne pas faire comic book ou manga? Ben, c'est des gens, hein. Des gens normaux, en fait. Juste, ils ont pas de bras ou voilà, ils sont. Et alors, ce qui est formidable de travailler sur un film, c'est qu'on a l'iconographie à disposition, les expressions. Enfin, on a les acteurs qui jouent déjà pour nous, quoi. Donc j'ai fait beaucoup de captures d'écran, je l'ai regardé des milliers de fois ce film pour arriver à trouver justement toutes les attitudes justes oui, enfin le jeu était déjà fait, quoi. C'est Oui. ça qui est extrêmement commode. Très bien, merci. Je propose qu'on accueille Fabrice aussi pour le lancer aussi sur la discussion et on vous retrouve juste après, si ça vous va. Ouais. On fait comme ça. Bonjour Fabrice. Bonjour. Eh ben, bienvenue à vous aussi. Merci. Merci d'être là avec nous pour répondre aux questions des lecteurs. On a commencé à discuter un tout petit peu avec Joël sur les prémices de l'album et on avait envie aussi de vous poser comme question en tant que scénariste comment est venu un peu le point de départ de ce projet, comment est venue l'idée de travailler autour de ce film? Moi, c'est un petit peu comme Joël. C'est un film pour lequel j'ai une infinie tendresse, que j'ai vu pour la première fois, je pense quand j'avais 18 ou 20 ans. C'est un des rares films que je peux revoir 5 fois, 10 fois. Et bon, il y a quelque chose qui me fascine dans l'esthétique de ce film, que je trouve complètement atemporel. Au-delà de ça, je suis également très intéressé par l'histoire hollywoodienne, notamment les débuts, les prémices.
je vois un petit peu dans Hollywood à la fois quelque chose de merveilleux et puis à la fois quelque chose de maudit, c'est-à-dire que voilà, on est chez les voleurs d'images, on est chez les menteurs, chez les raconteurs d'histoires, et tout ce qui concerne la façon dont se fait un film, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ce qu'on va retrouver dans notamment certains films de David Lynch, qui a été souvent évoqué, et à raison, quand on parlait de cette BD. Les ambiances de studio, de cinéma, voilà, tout ça qui forme ce que Paco Mtielman appelle un centre contre-initiatique, c'est-à-dire c'est quelque chose un peu de l'ordre de la magie noire, quoi. Si on reprend les choses à la base, on est un petit peu dans le vol. Le vol des âmes, le vol du temps, voilà, il y a quelque chose de finalement un petit peu à la fois évidemment merveilleux dans le cinéma et à la fois d'un petit peu malsain. Et là, avec Fricks, arrivent des gens qui sont pas acteurs, qui tournent dans des freak shows, dans des parades, notamment sur la côte est des États-Unis, et que le metteur en scène et ses assistants sont allés chercher parce que ça leur semblait une bonne idée, je pense que c'en était une, de faire tourner des personnes qui correspondaient vraiment à ce qu'elles étaient dans le scénario, et pas avoir recours à des effets spéciaux qui auraient été un petit peu grotesques. Donc ça donne quelque chose d'absolument unique, parce que c'est un film dans l'histoire du cinéma. Bon, il y a déjà eu des monstres entre guillemets, mais jamais une telle concentration. Ça a donné aussi sur le tournage quelque chose d'un peu spécial, parce que c'était des gens qui étaient complètement hors sol, qui n'étaient pas habitués au code hollywoodien. Pour certains d'entre eux, c'était la première fois qu'ils tournaient, et des fois la dernière. Et par ailleurs, le reste de l'équipe était pas entre guillemets préparé à ça. Et il y a eu une espèce de collusion entre tous ces gens qui étaient habitués à faire des films un petit peu à la chaîne dans les années 30, c'est les débuts du cinéma parlant, ça va très vite, c'est vraiment une industrie au sens premier du terme, et l'intrusion, l'incursion de ces gens qui sont autres aux yeux du commun des mortels. Et ce qui est très drôle, c'est que ils se voient tous dans leur normalité, et ils ont bien raison, mais en revanche ils voient les autres comme étant des monstres, et pour qui ça doit pas être facile. C'est-à-dire que la femme à barbe va regarder l'homme tronc en se disant ah bah ça doit être chaud d'être un homme tronc, et l'homme tronc va regarder les sœurs siamoises en disant ah ça doit pas être facile la vie quand même. Bon, donc ça c'est quelque chose qui m'amusait beaucoup. Donc il y a plusieurs niveaux. Et on a essayé de dire plusieurs choses dans cette bande dessinée, mais la figure de Harry qui arrive, qui est un petit peu l'ingénu, qui est quatrième assistant de plateau, c'est-à-dire c'est vraiment un nobody, ces personnes. Il arrive là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles, et c'est le lecteur, quoi, évidemment. C'est-à-dire que c'est l'ingénu qui va découvrir un monde qu'il connaît pas, et derrière ce monde qui, de prime abord, peut lui paraître monstrueux, c'est-à-dire où est-ce que j'ai mis les pieds, qu'est-ce que c'est que cette ménagerie. Évidemment, les vrais monstres de l'album, ce sont pas ces gens-là, c'est ce qu'il y a derrière, quoi. Et du coup, vous avez évoqué un peu, pas comme Tielman, vous avez évoqué un peu la magie. On sent justement dans ce livre qu'il y a une part en fait entre les côtés coulisses et qui pourraient être documentés, et le côté plutôt fantastique avec l'intrusion voilà du merveilleux, etc. Comment vous avez construit l'album en soupesant les deux? La volonté était vraiment de parler de quelque chose de verser justement vers le magique et vers le merveilleux. Ouais, c'est quelque chose que je fais souvent en littérature. Je suis toujours un petit peu à la croisée des chemins, et effectivement on est entre deux feux, et donc je voulais maintenir cette ambiguïté
dans le scénario et Joël s'en est très bien accommodé parce que finalement ce qui serait terrible dans ce genre d'album, c'est répondre à toutes les questions qu'on se pose. Évidemment, il y a des questions qui vont avoir leur réponse, on n'est pas complètement dans le flou, mais il était vraiment nécessaire de maintenir cette espèce d'entre-deux. On ne sait jamais trop si on est dans la fantasmatique ou dans la réalité. C'est quelque chose qui est très courant dans les fictions sur Hollywood, puisqu'elles s'inspirent de leur propre sujet et elles mettent en place elles-mêmes les conditions d'un floutage complet des perspectives et des frontières, ce qui fait que on ne sait pas si on est dans un film, dans un tournage d'un film, voilà, on ne sait plus qui tient la caméra, qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Donc, il était nécessaire effectivement moi, je voulais que l'histoire soit nimbée d'une atmosphère un petit peu magique, surnaturelle, sans qu'on dise clairement que c'était ça. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité qui est que on a affaire à un personnage, puisque tout est vu en gros par ses yeux, qui est doté d'un psychisme un petit peu violenté et abîmé, et que ses perceptions soit à la fois suraiguisé et déformé parce qu'il est en train de vivre et qui fait résonance avec son passé. Et voilà, quand vous êtes dans un état psychique pas très bon et que vous êtes plongé dans cette espèce de biotope hollywoodien, il est possible que vous disjonctiez et il est possible que vous produisiez vous-même les éléments de votre fantasmatique, de sorte qu'il est très difficile de distinguer la réalité de la fiction. Voilà. Et justement, je voulais vous poser aussi comme question, vous êtes aussi écrivain et vous avez une bibliographie assez fournie. Et pourquoi avoir choisi la bande dessinée pour raconter ce sujet-là? Parce que dans vos livres aussi, vous parlez de cinéma, et vous avez fait quelque chose sur Marilyn Monroe il n'y a pas longtemps. Et justement, pourquoi avoir choisi la bande dessinée, les images pour traduire un peu cette histoire? Parce que Fricks, c'est avant tout un choc esthétique quand même. Et il y a déjà des gens qui ont écrit sur le Hollywood des années 30, évidemment, et à l'époque et plus tard. Mais là, ce qui prédomine quand même et ce qui fait tout le sel du film, c'est ce choc, quoi, qui est d'abord, qui est celui du spectateur dans la vraie vie, et là qui va être celui de Harry. Il y a des instances symboliques qui sont bousculées chez lui par la vision de ces monstres. On va pas tout dévoiler l'intrigue, mais qui font écho à des choses que lui a pu vivre ou qu'il vit encore. Et moi, honnêtement, on les appelle monstres. Bon, ces gens-là, tous ces personnages, je suis vraiment, et je pense que Joël dira la même chose. Je suis amoureux d'eux, quoi. Je trouve que ce sont des personnages extraordinairement attachants, qui sont des reflets déformés de nous-mêmes. Ils ont les mêmes défauts et les mêmes qualités que les autres. Simplement, tout est transposé dans un univers, je dirais presque secondaire. Et donc, leur trogne, leurs attitudes, leurs expressions qui ont été rendues graphiquement à merveille, je trouve. C'est très important de les avoir. Et c'était au-dessus de mes forces que de traduire tout ça par des simples mots. C'est-à-dire, voilà, Freak, c'est un film normalement qu'on n'oublie pas. C'est un film qui est devenu culte, mais qui à l'époque, quand il est sorti, a causé des réactions de rejet chez les spectateurs, dit-on, qui seraient partis en hurlant ou qui sont évanouis ou qui ont vomi ou que sais-je. Donc il y a quelque chose de très très fort qui passe par l'image, et ça me paraissait vraiment dommage de faire l'économie d'un récit imagé justement et mis en image. D'accord, et justement, puisqu'on parle d'image, je propose qu'on repasse avec Joël un petit moment, et on vous retrouve juste après. Ça marche. Merci. Alors Joël, vous êtes de retour à l'image sur le live. On parlait donc justement de visuel et d'adaptation visuelle, du pouvoir de passer ce film en bande dessinée plutôt qu'en roman. Et justement,
je voulais vous poser la question, comment vous avez travaillé sur ce projet au niveau de la couleur? Parce qu'on a parlé un peu du dessin, mais on sent que la couleur aussi, elle a une grande place avec ces teintes un peu surannées qui s'échelonnent, qui des fois se confrontent sur la même planche ou qui prennent au contraire toute une planche. Comment vous avez travaillé cet aspect-là? Ben, ça a été assez compliqué parce que bon, moi déjà, j'aime bien le noir et blanc, je suis très dans le noir et blanc et c'est un film noir et blanc et on est à une époque qui est noir et blanc. On n'a aucune vision des années 30 en couleur. On a l'impression que c'est un monde où la couleur n'existait pas. Et du coup, j'ai un peu reculé le moment. Je savais qu'il allait y avoir de la couleur. Au début, je m'étais dit bon, je vais faire une micro, un truc un petit peu léger, juste pour avoir des valeurs, quoi, quelque chose. Et puis en fait, comme on disait qu'on était quand même dans un monde un petit peu lynchien, j'ai re-regardé Mulholland Drive et des films comme ça. J'essayais de voir comment est-ce qu'on pouvait utiliser la couleur comme au cinéma, quoi, en fait, comme un facteur d'ambiance et de créer des malaises ou de créer des situations avec la couleur. Donc de faire intervenir la couleur pas comme un coloriage, mais comme un acteur lui-même de l'histoire, enfin comme un élément de la narration. Et là tout de suite ça allait beaucoup mieux et je me suis bien amusée à faire ça. Et moi qui suis pas très qui me sentais pas très à l'aise avec la couleur, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et justement, du coup, on a parlé tout à l'heure de linogravure, mais donc qui n'est pas le cas pour ce livre. Mais avec quels outils vous avez travaillé pour ce livre? Pour la couleur, pour le trait et la couleur, du coup. le trait est au crayon, c'est des planches au crayon. Et la couleur, c'est du numérique parce que quand même il faut être un tout petit peu efficace. Et en fait, moi, j'ai pas du tout l'habitude, j'ai pas de Cintiq, j'ai pas ce truc-là, je fais pas de mise en couleur numérique d'habitude. Enfin, j'utilise l'ordinateur dans mon travail, bien sûr, mais je ne colorie pas numériquement. Et j'ai découvert, enfin, en fait, j'ai utilisé pas mal des filtres, comme on utiliserait des filtres sur un projecteur, en fait, pour créer justement des lumières et des ambiances colorées. D'accord. Et on a une question de Michael qui dit: est-ce qu'on se met une pression particulière quand on reprend un film culte qui a fait date dans l'histoire du cinéma? Forcément, c'est chargé, mais c'est justement, enfin, c'est un beau sujet. Enfin, moi, j'ai trouvé ça plutôt stimulant et plutôt une aide que d'avoir un tel support. Et en plus, effectivement, je pense que c'est une esthétique qui résonne particulièrement par rapport à ce que je fais d'habitude, quoi. Enfin, par rapport au noir et blanc et par rapport à la dramaturgie, à l'utilisation des ombres et des lumières. C'est un film d'ombre et de lumière. Cette bande dessinée, c'était aussi votre première bande dessinée, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est un projet qui vous a donné envie de continuer? Bon, je suis pas un poulet de l'année, hein, donc je savais où j'allais. En fait, moi, j'ai failli commencer dans la bande dessinée très tôt, parce que à 20 ans, j'ai rencontré toute la bande de l'association et j'ai commencé un peu avec eux, et puis je suis partie vers autre chose parce qu'il se passait beaucoup de choses dans la jeunesse à ce moment-là, que c'était assez excitant aussi, et parce que aussi je n'écris pas, donc je me retrouvais avec des gens qui étaient très auteurs, et donc voilà. Mais ça fait quand même 15 ans que je tente vaguement enfin que ça reste comme un projet, quoi. Mais donc j'ai aussi passé beaucoup de temps à faire cette bande dessinée parce que j'ai appris un nouveau métier, parce que malgré tout c'est pas tout à fait la même chose, la bande dessinée et l'illustration, et c'était très très excitant, très prenant, très long, très long. Et j'ai en fait très envie d'en refaire une. Mais bon, j'avoue que il va peut-être falloir que je me refasse un peu financièrement avant de me lancer là-dedans.
Mais j'ai bien l'intention de pas m'arrêter là. Et oui, c'est ça, parce que du coup, le temps de travail pour un album comme ça, c'est combien de temps? Comment dire? Je pense qu'on en a parlé il y a, ouais, on en a parlé il y a 4 ans, oui, quelque chose comme ça. Bon, j'ai mis évidemment beaucoup de temps à m'y mettre, à trouver les bons moyens, les bons outils. Et puis, j'ai eu un petit accident de parcours qui a failli me faire passer du côté des freaks d'ailleurs, qui m'a un peu immobilisé pendant quelques mois. Et puis après, ouais, 2 ans, quoi, au moins 2 ans de temps, presque à temps plein. Pas à temps plein, peut-être pas exagérer, mais enfin, c'est lourd, quoi. Alors que pour un album jeunesse, en moyenne, c'est plus court, c'est ça? Oh non, non, non. Non, pas forcément. C'est long, l'élaboration est longue, mais par contre, le temps physique de travail est beaucoup plus long en bande dessinée. Et j'ai découvert aussi l'espèce d'addiction, d'addiction à la planche, c'est-à-dire l'envie d'être dedans et de pas être ailleurs, et de pas faire 4 trucs en même temps, et d'être vraiment plongé dans ce, on vit un peu avec eux, quoi. Donc c'est un peu chargé comme travail. C'est pas quelque chose qu'on lâche comme ça pour aller faire autre chose. Donc c'est vrai que c'est assez prenant. Et justement, quand vous travaillez sur ces planches, c'est quoi une journée type à peu près? C'est toute la journée sur le dessin, puis les couleurs arrivent à la fin, ou vous faites par séquence, vous faites comment? Alors on a travaillé d'une façon assez curieuse. En fait, j'ai eu quelques petites expériences quand même de bande dessinée très très différentes. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir comment on travaille avec un scénariste. Parce que entre celui que je ne citerai pas, mais qui est un dessinateur et qui fait quasiment tout le travail, d'autres qui sont des scénaristes professionnels, enfin je veux dire qui ont l'habitude du scénario de bande dessinée, donc qui découpent les cases avec un découpage. Fabrice m'a livré des choses assez ouvertes, quoi, assez littéraires, je dirais, par séquence, par petits morceaux de 4-6 pages. Il se trompait jamais d'ailleurs en nombre de pages. Mais à l'intérieur, c'était à moi de faire ma mise en scène, quoi. Donc ça m'a un peu dérouté au début, et puis en fait j'ai beaucoup aimé ça. Et même ce qui était très drôle, c'est qu'en fait je savais pas très très bien ce qui allait se passer après, et j'avais l'impression d'être obligée de faire mes 4 pages pour avoir la suite de l'histoire. Et c'était un petit peu comme dans une revue à suivre. J'avais le droit d'avoir la suite de l'histoire quand j'avais fini mes pages. Et je pense que ça a donné aussi un esprit à la bande dessinée qui est assez particulier à ça. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des crayonnés très très très, j'ai refait beaucoup de crayonnés jusqu'à arriver à un crayonné très très final, on va dire, très très abouti, de telle sorte que j'avais plus après qu'à, entre guillemets, recopier. Bien sûr, c'est pas de recopiage, mais enfin redessiner par-dessus pour avoir le trait définitif. Mais le travail, en fait, le travail le plus long, c'était le travail de crayonner. D'accord. Alors j'ai dans les commentaires Yves qui me demande de quoi on parle. Ça me permet de rappeler qu'on est donc avec Joël Jolivet et Fabrice Collin aussi en alternance, qui nous parle de l'album Freak Parade, donc qui est sorti chez De Noël Graphique. Et je vois qu'il y a une question de Laurent aussi qui dit: y a-t-il une difficulté particulière à dessiner l'un des personnages? Alors c'est vrai que pendant la réalisation, vous aviez posté sur les réseaux sociaux des sortes de fiches d'identité de chaque personnage avec un peu d'auto, leur traduction en dessin. Oui, on a fait on fait des petites bios. La Fabrice écrit des bios des personnages qui ont tous des vies absolument hallucinantes. Bon, il y a des personnages plus attachants que d'autres. Les siamoises sont bien sûr assez fascinantes. En plus, elles sont très jolies. Elles ont quelque chose de très pur, de très. Non, j'aurais plutôt des regrets de certains personnages qu'on n'a pas. Enfin, forcément, on peut pas focaliser sur tous les personnages. J'aime beaucoup Joséphine aussi, Joséphine, qui est l'hermaphrodite, enfin la pseudo-hermaphrodite, puisque elle, c'est pas une vraie freak, c'est du maquillage. En fait, c'était ces personnages qui étaient censés être mi-homme, mi-femme verticalement, donc qui étaient en fait
souvent d'ailleurs des hommes plutôt. Elle, c'est une femme qui se grimait ou qui se musclait un côté au détriment de l'autre pour avoir l'air d'être moitié homme, moitié femme. Elle est assez, avec son espèce d'ambivalence, elle est assez intéressante. Elle a un visage pas facile, elle a un visage pas facile à attraper. Et sinon, après il y a les autres personnages des fictions que j'ai ramenés, mais que j'ai rapproché à des vrais gens pour leur donner justement une réalité, quoi, pour qu'ils soient aussi réels que les autres. Merci. Je vous propose qu'on repasse un petit coup à Fabrice et après on reviendra une dernière fois pour faire des questions de conclusion, si ça vous va. Ouais. On refait un aller-retour. Alors Fabrice, vous êtes de nouveau à l'écran avec nous. Ouais. Du coup, on évoquait un peu les personnages qui ont été dessinés d'après le film, la façon dont ils ont été faits, et aussi des nouveaux personnages. Du coup, on a parlé un petit peu de Harry, qui était notre guide un peu en tant que lecteur là-dedans. Comment il est arrivé? Parce que lui aussi, il est particulier. Du coup, est-ce que on s'imagine en lisant que lui aussi fait référence à autre chose? Est-ce qu'il y a aussi on va dire quelque chose de caché dans ce personnage qui est censé être plutôt neutre et un guide? Pas spécialement. Enfin, c'est toujours amusant quand on écrit ou qu'on scénarise, enfin quand on raconte une histoire, parce que dans le meilleur des cas, il y a des gens qui s'emparent de l'histoire et qui voient des symboles cachés ou des allusions, des fois qu'on n'a pas mises, mais tant mieux. Enfin, je veux dire, tout est acceptable. Enfin, l'œuvre nous appartient plus. Donc, si ça fait référence à d'autres choses, si ça évoque d'autres choses, j'ai 1000 fois tant mieux. Mais c'est pas l'intention première, en tout cas. Il y a le personnage de Jack qui est lui aussi extrêmement ambigu et bon, je veux dire, c'est particulier la BD parce que il y a ce qu'on pense nous, il y a le peu d'indications qu'on va donner à l'illustratrice, et puis il y a ensuite ce qu'elle va en faire, et ça devient autre chose. Et c'est vrai que Jack a un petit côté comme ça, un peu Nick Cave, et je sais plus du tout si c'est de ma part une demande. Ou si c'est Joël qui l'a imaginé comme ça, mais il y a un moment, une fois qu'il est fixé graphiquement, qu'on le voit et qu'on s'habitue à lui, il y a quelque chose d'étrange qui se joue, enfin connaissent bien les scénaristes de BD, c'est-à-dire que il prend forme, le personnage. Quand on écrit un roman, on peut rester dans l'indistinct, on peut décrire un personnage et ne pas en avoir une vision très très nette. Là, c'est comme si voilà, il était filmé ou pris en photo, on le reçoit. C'est-à-dire qu'on l'a lancé, on a lancé un concept, on reçoit une image, et il y a quelque chose qui se joue forcément ensuite dans cet aller-retour entre une idée et sa représentation. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant dans ce boulot, et très riche aussi, et qu'on n'a pas dans le roman, évidemment. J'ai une question de Nicole qui dit: n'est-il pas difficile de rester dans l'adaptation sans tomber dans le plagiat, ou est-ce que c'est difficile d'apporter sa patte? De fait, c'est une histoire qui se passe pendant le tournage de Fricks, qui est un tournage finalement qui est pas très documenté, pas très connu. On a en tout et pour tout un chapitre dans un ouvrage sur Todd Browning, et pour le reste on sait pas grand chose. Donc on a quand même pas mal brodé, inventé, rattaché des wagons par rapport à des témoignages plus ou moins lointains qu'on a pu avoir là-dessus, mais c'est pas une adaptation du film Fricks, faut être très clair là-dessus. C'est une histoire qui prend le tournage de Fricks pour cadre. Donc il y a 2-3 scènes qui sont vraiment tirées du film, c'est-à-dire qu'on voit Todd Browning et ses assistants en train de tourner, donc on voit des gens, des acteurs en action comme dans le film. Donc là, c'est même pas une question de plagiat, c'est une question de restitution de façon graphique d'un film. Mais pour le reste, voilà, on raconte notre propre histoire.
Et du coup, on parlait tout à l'heure de cinéma et de toute cette histoire un peu secrète. Est-ce que c'est quelque chose que vous creusez avec plusieurs albums? Je pense à Nowhere Island ou Gordo. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer à faire en fait? C'est quelque chose aussi que j'ai fait dans des romans, voilà, c'est quelque chose qui me fascine depuis toujours, et chaque écrivain ou scénariste, je suppose, a quelques marottes comme ça, et celle-ci est d'une grande banalité, parce qu'en réalité c'est un monde qui est tellement fascinant, et le jeu de miroir que j'évoquais tout à l'heure est tellement riche et fécond en histoire qu'on n'en aura jamais fini avec Hollywood. Et d'ailleurs on le voit même à Hollywood, je veux dire, les scénaristes hollywoodiens prennent beaucoup de plaisir aussi à mettre en scène leur propre travail, hein, c'est-à-dire des films dernièrement comme Map to the Stars ou La La Land, enfin voilà, The Artist, pour citer que des films qui sont sortis ces dernières années, il y a tout le temps des films sur Hollywood. Donc moi, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me fascine. J'ai étudié pour un roman jeunesse un petit peu la genèse de cette aventure-là, et ce qui est assez frappant aussi, alors là on n'en parle pas, mais c'est intéressant de le signaler, c'est que la plupart des grands créateurs, directeurs de studios hollywoodiens au départ sont des juifs ashkénazes qui sont arrivés d'Europe de l'Est 20, 30, 50 ans plus tôt, et il est assez fascinant de voir que ces gens-là, qui sont quelque part en errance et en déshérence, et qui sont souvent privés, spoilés de leur propre histoire, qui viennent ensemencer une terre aride, qui est la terre de la Californie, écrasée de soleil, et c'est dans ce terreau assez hostile qui viennent planter les graines de leur imaginaire. Et c'est quelque chose qui ne laisse pas de me fasciner, effectivement. Ah, c'est bien, ça correspond un peu aussi à la naissance du comics côté new-yorkais. Absolument, ouais, tout à fait. Il y a une correspondance. Ouais, ouais. Et justement, côté BD, qu'est-ce que vous lisez en fait? Qu'est-ce qui vous inspire dans la bande dessinée? Parce que c'est plus récent que votre travail dans la littérature. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui vous inspirent en BD? Je suis assez, je lis beaucoup de choses américaines, enfin de romans graphiques, Daniel Close et compagnie. Tous les gens, Chris Ware, et bon voilà, je suis pas mal dans le roman graphique, et dans ce qui se fait aussi en France, dans ce qui s'est fait à partir du travail des gens de l'association, et j'ai suivi de très près les débuts de Sfar, de Larsenet, de tous ces gens-là, parce qu'on évoluait. D'abord, on est la même génération, puis on est presque issus du même biotope, quoi. C'est-à-dire les jeux de rôle, hein, fondamentalement, c'est quand même ça aussi. Et donc voilà. Et j'ai pas une grande connaissance de la bande dessinée. Enfin, j'ai été biberonné quand j'étais petit à Tintin, Astérix, Lucky Luke, les Schtroumpfs, donc rien de très original. Et j'aime assez, en fait, finalement, être entre guillemets novice ou vierge d'influence en la matière, ou quasi vierge. On découvre ça en musique également, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui réinventent la roue alors que ça fait longtemps qu'elle a été inventée, mais je pense que on peut apporter aussi une fraîcheur en n'étant pas trop écrasé par le poids des aînés. Je pense que je serais probablement tétanisé si j'avais une trop grande culture au niveau de la BD. C'est déjà bien assez gênant comme ça en littérature, donc je suis assez content d'arriver dans le milieu de la bande dessinée comme un jeune chien fou qui sait pas grand chose en fait, et c'est une position qui me va, quoi, d'outsider un petit peu. J'ai une question de Laurent, et juste avant je voulais te dire que ça sera les dernières questions, donc comme il y a un petit décalage, n'hésitez pas à les poser maintenant. Question de Laurent qui dit: cela vous donne-t-il envie d'écrire sur un réalisateur hors norme, comme l'a fait Michel Lebris sur je connais pas le nom de l'auteur, le show de Stack ou Cooper avec son roman Kong?
Oui, oui, Michel Aubry, il a écrit un roman chez Gallimard sur King Kong. C'est peut-être, enfin voilà, je parlais du choc esthétique de Fricks. Et match nul, quoi. Je veux dire, avec King Kong, quand on regarde ce film, c'est pareil, c'est un film que j'ai vu très jeune et que j'ai encore revu récemment et qui produit toujours le même sentiment d'émerveillement. Là, c'est autre chose. Il y a une poésie dans ces effets spéciaux qui sont extrêmement rudimentaires, qui sont presque de l'ordre du collage, enfin de la pâte à modeler, je sais pas comment ils ont fait leur truc, mais il y a rien qui peut égaler cette beauté-là et cette magie-là. Et quand on est confronté au cinéma hollywoodien d'aujourd'hui, les films de super-héros produits par Brouette, bon, il y a quelque chose d'un peu déprimant là-dedans, parce que ça y est, on est arrivé au bout du truc, et on se rend compte que en fait, la représentation très réaliste, mais c'est la même chose dans tous les arts graphiques, tout ce qui est strictement figuratif, à un moment, est pas si intéressant que ça. Ce qui compte, c'est entre guillemets le regard de l'artiste, l'interprétation que peuvent en avoir les gens. Donc, dans le cinéma des débuts, il y a ce côté très naïf, très bricolo, que reprennent aujourd'hui à leur compte des gens comme Michel Gondry, qu'on saisit un peu les choses de cette poésie-là. Et voilà, c'est fascinant. Alors pour répondre directement à la question, euh, oui, il y a un certain nombre de cinéastes qui m'intéressent énormément. Je m'intéresse beaucoup à la vie et à l'œuvre d'Hitchcock. J'ai écrit un roman qui tournait un petit peu autour de l'œuvre de Kubrick, qui s'appelait Dreamericana. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est les grands réalisateurs, c'est leur vie, c'est le rapport souvent très torturé qu'ils entretiennent à la création. Donc évidemment David Lynch aussi. Bon, mais j'aimerais bien, en fait, il faut que je parle d'autre chose, quoi, aussi. C'est-à-dire que je suis pas du tout un spécialiste déjà d'Hollywood et il faut que j'étende un petit peu mon champ d'expérimentation parce que sinon je vais finir confit dans mon jus et voilà. J'ai aussi d'autres aspirations, mais je veux dire, le jour où j'ai plus d'idées, voilà, je reviens à Hollywood, quoi. Ben justement, quels sont vos prochains projets ça sera ma question de fin. Alors, en bande dessinée, il y a une adaptation d'un roman de Roger Ailery qui s'appelle Seul le silence, qui est prévu pour 2022, bon, avec Richard Guérino au pinceau. Et il y a un certain nombre d'autres projets de bande dessinée, mais qui sont pas signés. J'aimerais beaucoup, évidemment, refaire quelque chose avec Joël. Moi, j'ai adoré travailler avec elle, et je pense que on n'a pas fini de se tourner autour et de se renifler comme ça pour voir si autre chose peut sortir. On est déjà en train d'en discuter. Ça dépend pas que de nous non plus. Voilà. Et puis en roman, je viens de terminer un roman là qui est en train d'être lu par un certain nombre d'éditeurs, un roman de littérature générale qui se passe dans les années 90 à Paris, donc qui a pas grand-chose à voir avec le sujet qui nous occupait aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Fabrice Collin d'avoir répondu à ces questions. On repasse avec Joël Jolivet pour la fin de l'interview et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Donc Joël, vous êtes de nouveau à l'écran avec nous. On avait une question de Michael qui dit si on vous donne la possibilité de repartir pour un nouveau tome, est-ce que vous le feriez? Un nouveau tome, ça. Autour de ces personnages, j'imagine. Pas forcément une suite, mais travailler autour des mêmes personnages. Il y a une chose qui est tentante, c'est les biographies des différents protagonistes, mais en fait ça a déjà été fait. Il y a déjà une bande dessinée sur Schlitzie, le nom de l'auteur ne me revient pas, un américain. J'ai un trou là. J'ai vu aussi qu'il y avait quelque chose sur les siamoises. Donc voilà, on peut faire une biographie du prince Radiant, je sais pas. Non. J'aime pas les séries. Enfin, j'aime bien faire des choses nouvelles dans la vie d'une manière générale. Et on parlait aussi avec Fabrice d'influence bande dessinée. Vous aviez parlé de l'association un petit peu. C'est quoi vos auteurs un peu phares? Qu'est-ce que vous lisez en BD? Qu'est-ce qui vous inspire? Mon Dieu. Bon, comme lui, hein, quand j'étais petite, je lisais Spirou, Pif et Tintin. J'étais partie des rares qui lisaient Spirou et Tintin en même temps. J'ai lu toujours énormément de bandes dessinées. Après, je suis passée à suivre. Enfin, plutôt tendance à suivre que tendance Métal Hurlant, bien que notre excellent éditeur de nouvelles graphiques
Jean-Luc Fromental viennent de là. Mais après, bon, Hugo Pratt, quoi, voilà. C'est pas très original, mais c'est quand même pour moi le sommet. Munoz, il y en a tellement. Et puis, dans les gens, dans les contemporains, il y a beaucoup de gens. J'apprécie beaucoup le travail, à tel point que je pense qu'une des choses qui m'a aussi empêché de m'y mettre pendant longtemps, c'était une espèce de sensation de, comment dire, de pas être légitime à me lancer là-dedans devant tant de choses intéressantes. Donc, savoir trouver mon propre moyen d'expression, pas moyen d'expression, mais mon propre style, quoi, dans tout ça. David B que j'ai connu aussi il y a longtemps. Beaucoup de noir et blanc, hein, tout ça. Oui. Et du coup, j'aurais une dernière question. Alors, comme pour Fabrice, je voudrais quand même citer, parce qu'elle est hyper pas connue, qui est quand même une de mes idoles, qui est Anna Brandoli, qui est une actrice italienne qui a fait assez peu de choses et qui a disparu complètement de la circulation après, qui est une élève de Munoz, donc la même tendance, quoi. Ok, bon, on ira voir. Je mettrai des liens dans les commentaires pour ceux qui ont suivi le live. Et du coup, je voulais vous demander, alors, quels sont vos prochains projets? En bande dessinée? En bande dessinée ou autre? Là, je suis plutôt je repartis. Mes éditrices jeunesse se morfondent, donc il faut que je leur donne un peu de grain à moudre. Donc, je suis en train de faire un livre sur l'anatomie. Oui, on n'est pas tellement dans la bande dessinée, sur le corps humain. Et j'ai un projet avec Jean-Luc Fromental, comme d'habitude, parce qu'on a toujours plein de projets en avance, mais qui serait peut-être une bande dessinée d'ailleurs, enfin, qui devrait être une bande dessinée jeunesse, ou un genre de bande dessinée, on va dire. En bande dessinée, voilà, oui, j'attends, avec ce que disait Fabrice, on se tourne autour, là, on se balance des idées, ça, c'est pas encore mûr, mais ça va venir. Et j'ai toujours dans un tiroir aussi, je me disais l'autre jour qu'il faudrait que je m'y remette, je voulais faire une adaptation de la chasse au snark de Lewis Carroll en bande dessinée. C'est une bonne idée, on a hâte de voir ça. Eh bien, merci beaucoup Joël Livet d'être avec nous et d'avoir répondu aux questions des lecteurs. Et je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Pour tous ceux qui ont suivi le live, je rappelle qu'il y a une chronique et un coup de cœur sur Bubble que vous pouvez aller voir pour en savoir plus sur l'album. Il y a aussi quelques planches en extrait. Et je vous invite à aller voir cet album fantastique qui est sorti en début d'année. Merci à tous, bonne soirée et à bientôt pour le prochain live.